design est partout, même au roulodrome. Il y a dans la culture du skate un certain besoin de liberté, d'avoir son propre langage graphique, sa propre façon de s'exprimer, sa propre façon de bouger, de se déplacer. Ça se relie facilement à d'autres cultures parallèles comme, par exemple, tout le langage du surf, tout le langage des planches à neige aussi, qui sont un peu une extension de cette même culture-là. La planche à roulettes est née en Californie dans les années 50. C'est un peu une invention spontanée de la part des surfeurs qui voulaient une façon de surfer dans la ville quand les vagues n'étaient pas à leur goût. Le sport s'est développé par la suite un peu partout en Amérique du Nord jusqu'au milieu des années 60. Et subitement, ça a disparu. On a pensé que c'était un peu une mode qui s'est essoufflée. Et c'est seulement au début des années 70, avec l'apparition des roues en polyuréthane, que le skateboard est revenu en force. Donc, le polyuréthane permet d'avoir une roue beaucoup plus flexible, donc rouler sur ton skateboard est beaucoup plus confortable, mais aussi beaucoup plus sécuritaire. Et c'est le skateboard que j'ai connu dans ma jeunesse. Mais on n'avait pas de roulodrome ni de parc de skateboard. Et c'est seulement lors d'un voyage, quand j'ai visité ma famille en Californie, au bout de la rue de ma grand-mère, je suis allé faire une petite marche avec mon père. Il avait un skatepark. Et c'était la première fois que je voyais quelque chose comme ça. C'était des piscines en béton de différentes profondeurs et je voyais les skaters faire des prouesses absolument incroyables. Et tout ça avec le coucher de soleil californien, c'était absolument magique. Le roulodrome, en soi, est quelque chose de particulier parce que la culture du skate est une culture de liberté dans l'espace urbain. Donc, dès qu'on parle de roulodrome, on parle de circonscrire l'espace de jeu. Certains skateurs vont refuser et vont continuer à jouer dans l'espace urbain. Cependant, le roulodrome, ce qu'il apporte aussi, c'est des surfaces qu'on ne peut pas retrouver dans l'espace urbain et donc qui peuvent permettre d'augmenter la complexité des trucs et de faire d'arriver à un certain niveau qu'on ne peut pas retrouver, par exemple, sur un trottoir. Un gros débat avec les skateparks, c'est que les villes, souvent, ils veulent les placer dans des terrains délabrés, dans le coin d'un parc industriel, à l'arrière d'une école, loin des maisons, loin de tout. Le problème avec ça, c'est qu'il n'y a pas d'ambiance, il n'y a pas de passant. Le skate, c'est juste être libre de te promener, puis pas de décider nécessairement quand tu sors de ta porte où c'est que tu t'en vas juste n'importe où. Ce que les municipalités ont réalisé, c'est que la ville faisait un nouvel hôtel de ville avec plein de bancs de parc en avant puis des belles plantations. Puis là, soudainement, les skaters se tenaient là parce que c'était cool à être là, c'était super beau, il y avait du marbre partout puis ça allait bien pour faire du skateboard. Fait qu'avec les années, les gens qui concevaient les skateparks publics, on se sont dit « Hey, les skaters vont toujours traîner dans des endroits publics où ils ne sont pas supposés en faire parce qu'ils ont l'air apprécier cette architecture-là puis ces modules-là, plus que des modules spécifiques au skateboard faits en bois. » Bien, on va prendre un peu le concept de l'hôtel de ville, la façade, avec des bancs de parc puis des marches, puis on va faire un skatepark qui ressemble à ça. Les villes ont vite adopté ça parce qu'ils trouvent ça pas mal plus beau esthétiquement que des rampes et des modules de bois qui pourrissent avec le temps. Traditionnellement, les spots les plus populaires sur la planète Terre, c'était tout le temps les plazas de la centre-ville, comme le Love Park en Philadelphie, là, qui a influencé beaucoup l'entrée des plazas au lieu de des skateparks traditionnels. Pour un skateur, en fait, toute surface est intéressante, toute surface est un défi. Et lorsqu'on rentre en architecture moderne et qu'on a des plans inclinés plutôt que d'avoir des verticales et des horizontales, on peut tout de suite regarder cet espace-là en imaginant de faire du skate dessus. Je pense entre autres aux environnements du stade olympique, par exemple, où on a énormément de surfaces, des plans inclinés, des espaces très grands, très ouverts. Une des places que les gens connaissent bien s'appelle le Big O, qui est un genre de structure en béton qui a été déplacée dernièrement par Saputo pour le sauver, pour le conserver sur le site, pour les skaters puissent s'en servir. C'est devenu un spot légendaire sur la planète parce que c'est tellement unique, c'était pas conçu pour le skate. La communauté du skate s'est mise ensemble pour le préserver. Je trouve que c'est un beau geste urbain, en fait, de reconnaître que cette communauté-là vit dans nos villes, qu'elle utilise notre mobilier urbain et qu'elle a un certain droit sur ces espaces-là. OK. La différence entre un skatepark intérieur et extérieur, c'est que la plupart des skateparks intérieurs ont des colonnes. Les colonnes, c'est
C'est tout le temps une question de designer alentour de ça. C'est comme designer un skatepark dans une forêt. C'est l'affaire la plus difficile. C'est de respecter les colonnes, la distance avec les colonnes, les sorties de secours. Il faut tout le temps qu'ils soient libres. Là, évidemment, tu as des murs un peu partout. Fait que ça, c'est un autre point important. Tu as l'entrée de lumière. Un autre mode qu'on commence à voir, c'est les DIY, les Do-It-Yourself skateparks. Je vais souvent à Philadelphie. Il y en a un en dessous de l'autoroute FDR. C'est un endroit où la ville a donné le terrain aux skateboarders et les skateboarders ils fabriquent leur propre skatepark en béton, vraiment à la main, là. En Oregon, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est un peu dans la même idée de Philadelphie. C'est un gros skatepark en dessous d'un pont. C'est une partie de la ville un peu dangereuse. C'est inattendu. C'est fait par les mains des skateboarders. C'est des grosses transitions. C'est épeurant. C'est super le fun à skater. Les obstacles dans un roulodrome, c'est assez simple. D'une part, c'est inspiré de formes géométriques de base, donc comme des portions de cylindres ou des boîtes. Et d'autre part, on a des éléments d'inspiration du milieu urbain. Donc, on pense à des escaliers ou des rampes. Donc, un élément de base qui est très important, c'est le quarter pipe ou quart de cylindre. Et on le retrouve surtout en périphérie. Ça permet de changer rapidement de direction et en même temps de prendre la vitesse. Donc, on monte et on repart rapidement. Il y a aussi le half pipe ou demi-cylindre. Et en réalité, c'est deux quarts de cylindre séparés d'un petit plat entre les deux. Les éléments incontournables dans un skatepark, c'était un banc. Après ça, c'est des barres de glisse par terre de toutes les hauteurs, avec des courbes dedans, c'est infini. Après ça, on a la transition puis les pentes. Les transitions, c'est une autre chose. On n'a pas une grosse culture de transition de bol ici au Québec. À partir de là, c'est l'imagination qui prend la relève. À chaque skatepark, il faut créer quelque chose d'inattendu. Quand on parle d'un immeuble à skatepark intérieur qui va être opérationnel 365 jours par année, à ce moment-là, souvent, c'est plus des modules en bois. La raison pourquoi, c'est que souvent, l'immeuble ne leur appartient pas. Fait que de là, couler du béton, le propriétaire de l'immeuble dit « Moi, on ne tente pas de dealer à défaire ça. » Fait qu'on va travailler le bois plus facile à déménager, modifier. Présentement, en 2014, la tendance va vers ce qu'on appelle les skateboard plaza. Fait que ça va être un mix de béton, de marbre, de matériel naturel, pas de bois. Le moins possible de bois. S'il y a du bois, c'est parce que c'est un arbre. C'est plus le fun, ça nous donne plus l'impression de ne pas être dans un skatepark. L'anatomie d'une planche se divise en trois parties. Premièrement, on a les roues. On les retrouve en différents diamètres et largeurs. Et bien entendu, les roues sont fabriquées en polyuréthane, le matériau révolutionnaire qui donne confort et sécurité. Ensuite, on trouve les chariots. Les chariots, c'est ce qui donne la capacité à diriger la planche. Donc, quand on appuie notre poids sur la planche, ça écrase cette composante ici, qui est en polyuréthane aussi, et ça permet de changer la direction de la planche. Donc, on le voit ici. Et ce système est resté à peu près essentiellement identique depuis plusieurs années. Donc, c'est un design qui fonctionne très bien. Finalement, il a la planche comme telle, qui est faite en contreplaqué. Donc, un contreplaqué, c'est fait de plusieurs couches minces de bois et on encolle les surfaces entre les couches et c'est inséré dans un moule qui est compressé. Et ça permet, une fois que c'est sec et ensuite découpé, ça permet d'avoir une forme assez complexe. On le voit ici avec cette planche, c'est concave sur les côtés, ça permet d'avoir plus de contrôle sur la planche. Et aussi à l'arrière, on a cet élément-là qui s'appelle le kicktail. Et ça permet une manœuvre absolument essentielle au skateboard, le ollie. Donc, le ollie, c'est de donner un coup à l'arrière, d'entraîner la planche avec l'autre pied, et ça permet de sauter par-dessus des obstacles avec la planche qui suit un peu comme par magie. Et ça aussi, ce qui aide aussi le ollie, c'est la surface adhérente, le grip tape qu'il y a sur la surface. Ça aussi, c'est absolument critique. Donc, tous ces éléments composent la planche moderne qu'on connaît si bien.
Le design des planches eux-mêmes, c'est devenu un petit peu plus standardisé. À l'époque, les skates avaient beaucoup de shape, des skates poissons à l'époque des années 80. Aujourd'hui, les skates, c'est plus des détails intimes. C'est l'épaisseur de la planche, le concave sur la surface, les angles des deux courbes chaque bord, la distance entre les deux essieux. Maintenant, si vous allez dans un magasin spécialisé, vous allez voir des planches normales qu'on voit les gens faire les trucs, autant sur des rampes que dans la rue. Vous allez voir des planches longues qui sont plus axées vers les gens qui font de la descente ou qui veulent juste rouler. Vous allez voir des tout petites planches qui ressemblent à des planches des années 70, qu'on dirait quasiment des jouets. C'est ce qu'on appelle des petits cruiser boards. Le design sur la planche, c'est une partie de l'expression dans la culture du skateboard. C'est un peu une affiche mobile, mais ce qui est intéressant avec cette affiche mobile-là, c'est qu'elle vient aussi avec un porte-parole qui est le skateur lui-même. Et donc, ça devient un espace où on peut camper un message plus particulier. C'est un espace restreint, évidemment, parce qu'on n'en voit souvent qu'un côté à la fois, mais à cause, évidemment, du sport lui-même qui, avec les trucs et toutes les façons de manipuler la planche, on peut voir le dessous et le dessus. Et donc, utiliser ces deux espaces-là pour interagir avec le skateur et évidemment la personne qui regarde le skate. Il y a toute l'approche, la culture de tout ce qui nous fait peur, nous inquiète, nous préoccupe, qui est très, très, très présente dans cette culture-là. Il y a aussi la culture de ce qui nous choque. Donc, il y a tous ces messages à connotation soit sexuelle, érotique ou autre, qui a été toute une espèce de mouvance aussi. Il y a aussi simplement le geste graphique du graffiti, du tag. Donc, souvent, la planche est en évolution, le message change, on surimprime. Cette idée d'être unique est très, très, très importante, je pense, dans le skate. Tu vas avoir 2 ou 3 catégories de planchistes. La personne qui a une inspiration plus rock, la personne qui a peut-être une inspiration plus urbaine. Puis vous allez avoir une autre catégorie qui est un petit peu moins populaire, mais c'est le côté design. Vous allez avoir des marques qui sont très design, très out there au niveau graphique. Puis c'est souvent les gens qui sont plus un peu computer nerd, là, qui sont très artistiques, qui vont apprécier ces types de produits-là. C'est le plywood, le contreplaqué, qui est la base du skate. Ça correspond à une époque de design où, dans le milieu du 20e siècle, on a commencé à apprendre, à travailler avec le contreplaqué, de le former, de le tordre, de lui donner des formes très spécifiques. Puis évidemment, on pense au designer Eames qui a développé toutes ces chaises faites en contreplaqué. L'esthétique qui en découle de ce bois laminé. On le retrouve dans la planche et parfois on peut faire une certaine analogie dans la forme. C'est vrai que lorsqu'on regarde certaines chaises des années 50 en contreplaqué, on peut faire facilement des analogies de forme avec le skate lui-même. Et on a même vu des artistes designers qui se sont servis de skate pour faire toutes sortes d'objets, notamment des chaises, mais aussi des marches d'escalier ou toutes sortes d'objets qui ont récupéré cette forme qui est assez simple, qui est assez belle, assez pure, pour en faire quelque chose d'autre complètement. Un bon design d'une chaussure de planche à roulettes doit réconcilier des contraintes qui sont un peu en opposition. D'une part, on a la sécurité, le confort et la durabilité, et d'autre part, on a le besoin de bien ressentir la planche sous nos pieds. Donc, pour la question de la sécurité, du confort, on a tendance à favoriser du rembourrage à des endroits critiques. On va aussi avoir tendance à épaissir la semelle pour résister à l'abrasion, mais en même temps, une semelle épaisse, on sent moins bien la planche. La solution au niveau de la semelle est assez ingénieuse. Donc, on a une semelle avec une forme gaufrée. Et le gaufrage, ça permet d'avoir une semelle quand même assez épaisse, mais en même temps, on retient vraiment une très bonne souplesse. Donc, on ressent bien la planche. On va chercher une chaussure qui va être confortable, flexible, qui adhère bien sur la planche. Je vous dirais le dernier critère,
va être le facteur résistance sur le côté, parce que veut pas, on fait des manœuvres sur du papier sablé sur un cuir, un suède, va user et éventuellement se défaire. Fait qu'on va regarder à ce moment-là la solidité du côté du soulier ou de la devanture du soulier pour aller chercher une triple couture, plusieurs épaisseurs de matériel qui vont protéger pendant un certain laps de temps. Par rapport à d'autres sports qui sont très axés haute technologie, le skate n'est pas du tout aligné vers la technologie. C'est un mélange, en fait, de fonctionnalités, mais beaucoup de style, de tendance et de culture. Pendant des années, mais on ne lassait pas nos souliers. Tu reconnaissais tout de suite un skater, il ne lassait pas ses souliers. C'était pas fonctionnel, mais c'était beau. Les chaussures étaient très amples pendant un certain laps de temps. Tu reconnaissais souvent un soulier de skateboard, on appelait ça des pattes d'ours parce que c'était très gros, très volumineux, très rembourré. Au début, on disait « Ah, cool, les souliers sont rembourrés, ça va faire moins mal quand la planche nous tombe dessus ou que, on fait un faux mouvement. » Mais en réalité, c'est vraiment une question de look. Si on pense aux plus connus, les Vans et les Converse, ce ne sont pas des chaussures de haute technologie qu'on peut retrouver, par exemple, en course à pied ou en vélo de route ou en vélo de montagne. La chaussure de skate, c'est une chaussure relaxe, confortable, mais qui a à peu près aucune autre caractéristique que d'être le plus plat possible pour obtenir une bonne stabilité sur le skate. Celui qui est puriste puis qui est très à l'affût de ce qui se passe, généralement, va rester loin des grandes compagnies corporatives. Ils aiment l'indépendance, ils aiment le underground, fait qu'ils vont regarder souvent la nouveauté et ils vont avoir tendance à souvent encourager les compagnies qui sont détenues par des skaters ou qui sont administrées par des skaters, des gens qui viennent du même milieu, qui comprennent les réalités du skateboard. Tandis qu'il y a quelques compagnies rares, Nike en est une, que pendant 20 ans ont eu la misère noire dans le skateboard. Il n'y a pas personne qui voulait en porter, c'était l'enfer. Puis, avec le temps et le budget qu'ils ont investi, ils ont réussi à rentrer puis d'aller chercher une bonne part du marché, mais ça leur a pris des années. Ce qui est intéressant avec la culture des vêtements de skateboard, c'est qu'il y a deux aspects qui sont très importants, qui sont, je pense, aussi importants les uns que les autres. Le premier, c'est évidemment l'aspect fonctionnel, donc l'aspect protection, amplitude, pour permettre beaucoup de mouvements. Mais cette amplitude-là et ce confort-là et cette sécurité-là, elle passe aussi par un style qui est très, très, très spécifique. Les skaters vont toujours faire fashion before function. Dans les années début 2000, on s'entend que tout le monde portait, du côté des gars, des pantalons larges. Les pantalons cigarettes, là, tous les petits pantalons serrés que tout le monde porte, là, mais ça vient des skaters qui étaient écœurés de voir tout le monde en pantalons larges. Fait qu'ils se sont dit, on revient aux pantalons serrés. Fait que c'est toujours d'être différent, d'être marginal, de s'exprimer à travers un peu sa marginalité. Le futur du skatepark, c'est juste quelque chose que tu peux même pas définir aujourd'hui parce que ça va être à inventer. On voit des sculptures de skate à cette heure. Il y a tout le concept de skatable art. Je pense que la fonction de ces créations artistes-là, ou les sculptures dans un skatepark, va évoluer au point qu'ils sont plus fonctionnels. C'est un bel objet, le roulodrome, parce qu'il ressemble un peu à une piscine vide, à une surface libre et qui rapidement devient une surface d'expression. Au niveau graphique, on voit rapidement apparaître les graffitis, on voit rapidement apparaître les marques. Souvent, les gens me posent la question, est-ce que le skateboard est en expansion, stable ou en baisse? Je vous dirais qu'il est en développement. L'arrivée du longboard a ouvert beaucoup de portes pour des gens qui n'auraient pas nécessairement eu le courage de se lancer en bas de 20 marches pour faire un truc. Puis pour ce qui est de la mode, ben c'est un peu toujours de même. Il y a un bon skater en quelque part qui va décider de porter quelque chose puis qui va relancer un style, une mode, un look. C'est la nature même des planchistes de s'aventurer hors du roulodrome, hors du skatepark.
C'est un peu incontournable, c'est peut-être l'attrait de l'interdit de faire du skateboard dans des lieux publics, des endroits où c'est pas tout à fait accepté. Et les designers et architectes essaient souvent d'empêcher les skateboarders en plaçant des butées sur les arêtes des bancs publics ou sur les boîtes à fleurs ou sur les mains courantes. Et finalement, on trouve toujours des moyens de contourner ces obstacles en faisant du skate au centre du banc ou autrement. Et je pense que c'est une mauvaise approche au design. On devrait favoriser plutôt une approche plus inclusive. On ne réalise pas à quel point c'est de la haute voltige que les planchistes font. Le degré de difficulté est extrêmement élevé. Moi, je trouve que ça ressemble un peu à du cirque urbain. Et donc, de pouvoir assister à un spectacle de cirque gratuit dans la ville, pourquoi pas? Je pense que c'est bien. Et j'aimerais voir plus de projets d'espace public aller dans ce sens.